Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire régional de Nonacus et donc qui sera francophone. Donc pour nous, c'était important de discuter à une échelle plus humaine finalement et pas toujours à l'échelle globale, même si c'est très important de discuter à l'échelle globale et mondiale. C'est important de temps en temps de recentrer parce que les contraintes ne sont pas transposables d'un pays à l'autre et donc encore moins d'un continent à l'autre. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'un peu se recentrer et donc de discuter en français, ce qui est aussi, en tout cas pour moi, un peu plus confortable, j'espère que pour vous aussi. Donc je vous donne quelques points de logistique. Donc je suis Elodie Desmaries, je suis account manager chez Nonacus et aujourd'hui je suis la modératrice. Donc je vais vous retrouver au moment des questions que vous pouvez poser à partir de l'onglet qui s'appelle Q&A, que vous allez trouver en haut de votre écran. Donc n'hésitez pas, on y répondra dans le dernier quart d'heure. Avant ça, vous avez dû remarquer, mais vous ne pouvez pas ouvrir votre micro ou votre caméra. Donc vraiment interagissez par l'onglet Q&A. Un autre point de logistique, à la fin va apparaître un questionnaire où il va y avoir quelques questions et notamment si vous trouvez intéressant d'avoir ce webinaire en français ou en tout cas un webinaire plus régional. Donc voilà, si vous avez quelques minutes, ça serait super que vous puissiez répondre. Et en attendant, donc moi, je vais juste simplement introduire les orateurs aujourd'hui et laisser rapidement rapidement la parole à mon collègue Grégory, si j'arrive à passer. Donc aujourd'hui, on va entendre le docteur Grégory Mas, qui est donc mon collègue chez Nonacus. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a 20 ans d'expérience dans le domaine de la génomique et que ça fait 7 ans qu'il se focalise vraiment avec beaucoup de dedication à transposer les innovations vers l'industrie pour qu'elles arrivent le plus rapidement possible aux patients. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera notre premier orateur et il sera suivi du professeur Alexandre Harley, que je ne suis pas sûre qu'il faille présenter, mais bon, pour en dire quelques mots, il dirige le laboratoire liquide biopsie et hétérogénéité tumorale. Il a été précurseur dans la mise en place et la validation des essais PCR ou NGS sur la détection de l'ADN tumoral circulant. Et donc, aujourd'hui, si j'arrive à passer la slide encore, ils vont parler dans un premier temps, donc Grégory va parler du cancer et de l'importance de la détection précoce, en abordant en quoi on pense que les liquid biopsie est un outil très puissant qui va être incontournable dans le futur. Comment Nonacus peut vous aider dans ce domaine-là, et aussi en vous présentant ce qui est probablement ce pourquoi vous êtes là, notre première solution clinique qui a été dédiée au cancer de la vessie. Dans un second temps, donc, le professeur Harley va nous présenter comment il a utilisé un panel custom de Nonacus dans le cadre du cancer du pancréas. Juste avant le professeur Harley, je reprendrai la parole quelques minutes juste pour vous dire quelques mots sur les panels custom. Et donc, je vous retrouve à la fin pour les questions. Et sans perdre plus de temps, Grégory, la parole et l'écran est à toi. Sont à toi. Et merci. Je share mon écran. Seconde. Voilà. Share. Voilà, on voit mon écran? Tout à fait. Oui, super. OK. Je vais démarrer ça. OK, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter un court aperçu sur l'importance de la détection précoce du cancer à travers la biopsie liquide et aussi de vous introduire à notre entreprise Nonacus et de vous expliquer un peu comment Nonacus pourrait vous aider en oncologie de précision. Je vais aussi vous donner un aperçu de notre première solution clinique complète pour la détection de cancer de la vessie, notamment ce qui est intitulé Galeas Bladder. Donc, comme la plupart de nous ici le savons naturellement,
Au niveau mondial, 1 personne sur 2 développera un jour un type de cancer et 1 sur 6 en décédera. Donc, en regardant les chiffres en Europe, on voit aussi que, par exemple, l'incidence en 2020, environ 2,7 millions de personnes dans les 27 pays seraient diagnostiquées avec un cancer et près de la moitié devraient en décéder. Mais par contre, plus de 40% des cas de cancer peuvent être évités et la mortalité peut également en fait être réduite grâce à un diagnostic plus précoce, comme je disais avant, et des traitements plus rapides et plus efficaces. D'où en fait l'importance non seulement de la prévention du cancer, pour l'amélioration par exemple de la nutrition, diminution de l'obésité et consommation moindre d'alcool et réduction du tabagisme, mais aussi donc la détection précoce ou l'interception du cancer permettra donc de sauver des vies et de faire décroître les coûts des soins de santé, ce qui est aussi important. Donc voyons, quand on voit les chiffres en France, on voit que le nombre de cancers a augmenté, mais le dépistage plus précoce a fait en sorte que de prolonger la survie des patients. D'accord. Alors, les biopsies liquides, c'est juste un petit sommaire, mais bon, je pense que la plupart des gens ici sont déjà habitués à entendre ça. Mais donc, les biopsies liquides concernent tous les fluides corporels, aussi bien sang, urine, fluide cérébrospinal parmi d'autres, et contiennent de l'ADN libre circulant. Cet ADN libre circulant préserve naturellement les biomarqueurs, aussi bien par exemple épigénomiques ou génomiques ou autres, issus uniques de tissus d'origine. Une pathologie dans l'un des tissus entraîne des lésions tissulaires et la libération de cet ADN circulant dans le sang ou le liquide, qui vient donc s'ajouter à la concentration normale d'ADN libre circulant, qui peut aller de 0 à, par exemple, 100 nanogrammes par millilitre. Les méthodes sensibles d'analyse de l'ADN libre permettent de détecter donc des modifications ou des lésions de l'ADN spécifiques à un tissu et donc la détection non invasive des maladies et le suivi des maladies en temps réel. Donc, j'ai fait une petite liste ici de genre comment l'ADN tumoral circulant peut-il contribuer au diagnostic ou à la prise en charge du cancer. Donc, naturellement, le diagnostic et détection de MRD, le profilage des tumeurs, mais aussi des guides de traitement spécifiques à la tumeur ou par exemple dans les réponses de thérapie ciblées ou l'immunothérapie, pardon. Mais évaluer la charge mutationnelle de la tumeur est aussi important, et donc la progression du cancer pour pouvoir évaluer ce cancer dans un tumor board plus tard. OK, mais donc, quels sont les challenges pour travailler avec l'ADN circulant libre? On peut les partitionner dans 3 catégories, par exemple, la catégorie préanalytique, la catégorie analytique et la catégorie d'interprétation. Donc, dans le préanalytique, il est très important d'avoir un traitement correct du prélèvement sanguin et aussi de conserver la fraction du cfDNA en fonction du moment du traitement ou, par exemple, de la chirurgie et du volume de sang pris. Donc, il n'y a qu'une seule quantité limitée d'ADN circulant, donc disponible, qui peut aller de 1 à 5 nanogrammes, par exemple, par millilitre de plasma. Mais la fraction pertinente ne présente qu'une proportion très faible et variable de l'ADN circulant total. Donc cette faible quantité est importante parce que donc la qualité est encore plus importante, mais il y a des possibilités d'avoir naturellement des très faibles, des mutations variables dans les échantillons et aussi des très faibles variant allele frequencies dans les échantillons. Donc aussi, aussi bien le Next Generation Sequencing que les PCR peuvent induire des erreurs. Donc corriger les erreurs pendant le processus analytique est assez important. Finalement aussi, il est important d'avoir des méthodes personnalisées pour les patients et aussi rentables. Donc rentables ou plutôt cost efficient, dirais-je, aussi qui seraient applicables dans de divers environnements analytiques dans les soins de santé. Et pour terminer, l'interprétation, ce qu'on voit souvent dans entreprises ou bien ce qui s'est passé les dernières années, c'est que les analyses et l'interprétation des résultats sont en fait souvent déconnectées.
ce qui conduit en fait à des quantités et à une qualité de données sous-optimale, et donc le besoin d'une seule plateforme ou d'une seule pipeline est assez importante. Donc, il y avait une nécessité urgente d'optimiser la workflow complète d'analyse de la biopsie liquide, correspondant à la raison, en fait, de fonder l'entreprise Nonacus comme spécialiste en analyse non invasive en clinique. Donc, les points en vert sont les points que, en fait, Nonacus a voulu améliorer les dernières années, et on continue naturellement aujourd'hui. Mais je vais vous donner un peu plus de détails dans les slides qui viennent. Donc, qui sommes-nous, Nonacus, fondé en 2015 avec un objectif unique, offrir donc des solutions de tests génétiques non invasifs de haute qualité en mettant l'utilisateur final au premier plan, ou le patient, naturellement. Il est formé par un groupe dévoué de professionnels dans la biotechnologie, je vais vous montrer quelques photos après, possédant une vaste expérience dans le secteur. Donc notre vision est de détecter le cancer le plus tôt possible et d'informer les patients sur les résultats grâce au déploiement d'une plateforme de tests de biologie, de biopsie liquide réellement innovante. Notre mission est aussi de permettre une génomique de cancer décentralisée, rentable et de pointe pour en fait démocratiser la détection précoce et le suivi du cancer à l'échelle mondiale. Ici, quelques photos de notre team. On est maintenant déjà à peu près 70, donc on a une croissance assez poussée en fait, les derniers 12 mois. Au-dessus, on voit notre team exécutif qui a fondé la compagnie, et en dessous, en fait, notre team responsable des développements et des collaborations stratégiques avec des partenaires externes. Donc moi-même, naturellement, en tant que Business Development Manager, mais aussi les directeurs de R&D, Early Detection, et notre Head of Product Management et Commercial Director. Donc, comment Nonacus pourrait-il soutenir le progrès de l'oncologie de précision non invasive? Nonacus se concentre en fait sur 4 piliers différents, aussi bien préanalytique que l'oncologie, que le prénatal et constitutionnel. Naturellement, aujourd'hui, on va se focuser sur l'oncologie, donc je ne vais pas parler trop des autres piliers, mais si vous voulez plus d'informations, envoyez-nous un mail et on pourra en parler pendant un call one-on-one. Naturellement, Nonacus ne développe pas tout seul. On a beaucoup de solutions innovantes qui démarrent en fait avec des collaborations, des partenariats, aussi bien avec des instituts académiques, des centres hospitaliers, que des centres diagnostiques, mais aussi d'autres entreprises, par exemple, qui ont des solutions complémentaires aux nôtres. Donc, où on est pour l'instant? J'ai deux figures, en fait, 2 slides qui montrent un petit peu. Ceci, c'est une slide plutôt modulaire. Donc, on a couvert la phase préanalytique, le target enrichment, donc l'enrichissement ciblé de gene panels a été aussi, dirais-je, élevé, ou plutôt développé de manière assez poussée, donc aussi bien dans les panels de cancer que cytogénomiques et constitutionnels, mais aussi des panels super customisés, donc customized panels, des petits panels pour les patients spécifiques, patient-specific panels, ou bien les analyses MRD, ou aussi bien les companion diagnostics. Après ça, on a développé cette année-ci une analyse cloud-based computing platform, qui se nomme Galeas, pour en fait analyser d'une manière très rapide toutes les analyses qui sont sortent des séquenceurs. Et pour faire cela, on a aussi un target design, donc un tool ou un outil pour développer ces panels très facilement en ligne. Donc il suffit d'aller dans notre site web de Nonacus, et là vous verrez le My Design Tool. Donc, on avait une vision l'année dernière, mais cette vision est devenue réalité. C'est-à-dire qu'on a pu connecter tous les produits d'une manière assez performante, à nouveau commençant par les produits préanalytiques, mais aussi avec les étapes d'extraction, donc échantillonnage d'extraction,
mais des solutions aussi compréhensives de screening des tumeurs primaires, suivies par le développement par notre Probe Designer, Monolocus Portal, des panels ciblés customisés. Après ça, nous avons actuellement la plateforme Galeas qui a été développée pour faire des analyses et des suivis en temps réel et longitudinaux des patients. Et il faut aussi, il faut aussi ajouter et noter que nos panels sont tous validés en fait au préalable, aussi bien sur des échantillons de tumeurs primaires ou de l'ADN circulant libre de référence ou fourni par nos utilisateurs. Donc c'est assez important d'être sûr en fait que nos panels qu'on développe avec vous marchent au premier coup, et en fait c'est le cas parce qu'on a nos références et on développe des panels sur toutes sortes d'ADN. Donc j'en viens donc à notre première solution complète de clinique Galeas, donc notamment Galeas Bladder. Le terme Galeas, en fait, c'est la connexion entre la génomique, génomique, c'est le wet lab component, et la bioinformatique. Donc un test complet, Galeas Bladder est un test génétique complet développé pour les laboratoires pour identifier tous les stades de cancer de la vessie. Et pourquoi cela? Donc, ce test est un premier focus de la compagnie pour avoir les analyses de Galeas, pour l'analyse des patients avec une hématurie. Donc, l'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines. Elle existe depuis très longtemps. On voit déjà avec les images ici, mais est connue pour être le symptôme le plus courant du cancer de la vessie. Donc, l'hématurie n'est toujours pas due, pas toujours due, pardon, à des nombreuses, que au cancer. Donc, d'autres causes peuvent être nommées, genre les infections de la vessie, calcul des reins, ou les lésions des voies urinaires, ou bien tout simplement des troubles sanguins. Donc, en fait, il n'y a que 10% des patients qui ont des hématuries qui vont en fait avoir de cancer de la vessie. Pour ceux qui sont nouveaux dans le cancer de la vessie, il y a deux types de cancer de la vessie, ou deux stades, grands stades dans le cancer de la vessie. Donc, les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, donc non-muscle invasive bladder cancer, et les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, donc les muscle invasive bladder cancer. Avec une grande différence aussi bien en traitement qu'en progression de la maladie et la survie après 5 ans. On en reviendra plus tard pour les analyses de bladder cancer et en fait les tests même. Donc en France, on voit que plus de 5000 décès en France sont dus au cancer de la vessie, mais le dépistage précoce, à nouveau, peut avoir un impact significatif sur la survie. Donc on voit que 80% des cas de cancer de la vessie sont invasifs, par exemple non musculaires, de bas grade, donc NMBC, NMIBC, et donc nécessitent une surveillance active pendant 5 ans. 20% des cas sont des maladies donc muscle invasive, et dont 50% évoluent beaucoup plus rapidement et donc meurent dans les 5 ans des patients. La détection et le diagnostic précoce du cancer de la vessie a donc un impact significatif sur la survie, et donc plus de 80% si c'est détecté très tôt, et très tardif, donc plus qu'il n'y aura que 10% de survie. Chaque année dans l'Union européenne, par exemple, on a 1 million de patients qui se présentent avec du sang dans les urines, l'hématurie, et qui sont donc orientés par les médecins vers une clinique spécialisée de l'hématurie afin de vérifier s'ils sont atteints du cancer ou pas. Donc, les normes de soins actuelles pour identifier les cellules cancéreuses est une inspection visuelle de la vessie avec une procédure douloureuse, invasive et hospitalière, la cystoscopie. Comme j'avais dit avant, il n'y a que 10% des personnes qui auront le cancer de la vessie. Donc, nous proposons en fait un triage moléculaire pour réduire le fardeau pour les hôpitaux et les patients. Donc, quand on voit ici à gauche, on voit la norme actuelle de soins de l'hématurie, donc 900 000 en Europe patients ont des cystoscopies qui n'auraient pu être évitées parce que ça ne sont pas de cancer. À droite, nous proposons donc un triage moléculaire d'un test de l'urine pour détecter l'ADN tumoral. Comme ça,
on voit que sur les 100 000 positifs cancer, et on évitera 900 000 cystoscopies qui seront négatifs, en fait, négatifs avec notre test. Donc, ce panel NGS, de quoi est-il composé? Il a été d'abord développé par deux professeurs à l'université de Birmingham, parce que bon, Nolacus est aussi à Birmingham, donc on a pas mal de collaborations pour l'instant aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, avec le professeur Luke Bryan et Doug Ward. Donc, le panel cible 23 gènes différents, avec les gènes les plus associés au cancer de la vessie. Et bon, les variants et les gènes ont été identifiés avec une combinaison de données aussi bien publiques que du séquençage deep sequencing de l'exome. Pour l'instant, les études d'exome ont été faites purement sur des populations caucasiennes. Donc, on est en train de développer des données dans le futur avec d'autres populations. Nous typons en fait 451 mutations qui sont en fait, qui ont été montrées d'être permis de détecter en fait 96% des cancers de la vessie dans plus de 800 échantillons cliniques. Donc c'était l'étude académique qui a été faite avant notre validation ici à Nolacus. Je passe un peu les détails techniques, mais bon, les séquenceurs, on peut séquencer ce panel sur tous les séquenceurs Illumina, et on peut faire un multiplexing de 384 patients par run. Quand on regarde les données de performance, on voit en fait la sensibilité et spécificité équivalente à celle de la cystoscopie pour tous les grades et tous les stades de la maladie. Ce qui était assez important, c'est ici, c'est que dans les stades très précoces, on a la même sensibilité et sensitivité que les stades plus élaborés, les stades plus avancés, c'est ça, désolé. Donc c'est assez important parce que beaucoup d'autres tests ont aussi le même genre de sensibilité, mais pas au niveau très précoce. OK, donc c'est ça. Je regarde ici. Voilà. Hop. Donc comment ça marche, hein? Le workflow pour Galeas Bladder se compose des étapes suivantes. Donc d'abord, l'urologiste demande une collection d'urine chez son patient. Le patient va envoyer cette urine barcodée au laboratoire de services génétiques. Ce labo fera du séquençage et en fait télécharger les résultats génétiques sur le cloud-based platform Galeas, qui va faire une analyse automatique et générer en fait un rapport automatique de tous les variants qui ont été typés, des 451 variants. Ces résultats, ça en fait aussi transféré à l'urologiste et pour voir que les patients pourront parler avec les patients des prochains pas à faire. Donc ici à droite, on voit en fait un exemple d'un rapport comme ça avec les gènes spécifiques, les variants et si c'est positif ou négatif. Donc le rapport initial est vraiment assez simple, c'est oui et non s'il y a des gènes, des variants associés au cancer de la vessie. Puis, bon, le sequencing data, on peut les télécharger complètement en masse, naturellement, avec FASTQ. Et le rapport détaillé aussi derrière ce rapport-là, de toutes les variants somatiques identifiées, peut aussi être consulté. Donc, c'est quoi les prochains pas? À ce moment-ci, on est encore occupé avec le développement du test de l'hématurie. Donc, celui-là, il est prêt à être utilisé. Mais on aimerait naturellement développer plus de données pour deux autres choses, naturellement la surveillance, donc la surveillance du cancer non évasif musculaire à l'aide de tests de l'urine. Donc, par exemple, le taux de récidive du cancer de la vessie n'infiltrant pas le muscle est de 70%, avec un taux de progression de 15 à 40% dans les 5 ans. Donc, même après l'ablation de la tumeur par résection transurétrale, de la tumeur de la vessie, TURBT, jusqu'à 50% des patients présenteront une récidive de leur cancer et dans les 12 mois qui suivront. Donc, Galeas a le potentiel de réduire de manière significative le nombre de cystoscopies
en utilisant en fait le Galeas Bladder Cancer Test, remplaçant les cystoscopies de surveillance alternatives. Donc on voit ici le pathway normal, et en bas on voit en fait le pathway avec une fois sur deux une cystoscopie ou bien un test génétique moléculaire pour en fait confirmer ce qu'on a trouvé. Pour l'instant, on est en train de générer les données pour ces données longitudinales, donc on ne peut pas encore les montrer. Secondement, dans le muscle invasive bladder cancer, dans le cas de la vessie complètement enlevée, donc il est plus possible de prélever des échantillons d'urine pour surveiller les patients. Heureusement, le panel fonctionne aussi au niveau MRD, donc l'utilisation de l'ADN circulant libre dans le sang permet aux médecins de suivre la récurrence des mutations à l'origine du cancer. Donc, cette figure n'est pas nouvelle pour vous, naturellement, c'est la figure typique du minimal residual disease, d'autres cancers. Mais donc, il y a la possibilité d'utiliser exactement la même solution pour que l'hématurie et de générer des données complémentaires avec plusieurs labos, par exemple, ou plusieurs groupes génétiques. Pour conclure ici, je vous ai présenté Galeas Bladder, donc un test génétique complet développé en laboratoire permettant d'identifier tous les stades du cancer à partir d'un échantillon d'urine. Donc, les avantages, c'est naturellement que le patient peut fournir un échantillon de chez soi, de confort de son domicile, et pas besoin de visite à l'hôpital, non de procédure douloureuse. Sensibilité et spécificité est la même que la cystoscopie, et on peut réduire significativement le nombre de cystoscopies inutiles dans le monitoring et les coûts et charges de ressources dans les cliniques. Pour plus d'informations, on a un site web spécifique pour Galeas et Galeas Bladder, donc vous pouvez le consulter. Et on va checker aussi parce qu'on a plusieurs produits sous Galeas qui vont être lancés, par exemple à ESSG que la semaine dernière. Donc, il y aura plus de produits oncologie de précision sous ce website de Galeas. Je vais redonner maintenant la parole à Elodie qui va nous introduire en fait au panel customisé, le Customized Panels de Nonacus, avant de laisser la parole au professeur Alex Harley. Donc, je vais mettre la slide. Voilà, et tu peux y aller si tu veux, Elodie. Merci. Donc oui, rapidement, je vous dis quelques mots des panels custom de Nonacus, donc Self-Retarget Custom Panels. Donc l'idée, c'est de vous faire économiser de l'argent, puisque vous allez pouvoir cibler seulement le nombre de gènes qui vous intéressent et donc économiser en termes de coûts de séquençage, en particulier parce qu'on parle de profondeur importante avec des liquides biopsies. Donc, ce que vous voyez dans l'encadré vert, c'est en fait l'entête de toutes nos pages sur le site web. Et vous voyez donc le bouton vert, c'est le Panel Design Tool, à partir duquel vous allez pouvoir, de façon autonome, créer votre panel, faire peut-être plusieurs scénarios avec plus de gènes, moins de gènes, faire vos calculs de multiplexing et donc décider par vous-même ce que vous voulez faire. On essaie en fait de vous faire gagner du temps. Si vous voulez l'utiliser, il y a une vidéo tuto qui vous donne quelques instructions, bien que ça soit assez intuitif. Et donc, ce qui caractérise nos custom panels, c'est donc qu'on va pouvoir atteindre des profondeurs de séquençage importantes, puisqu'on a un très faible taux de duplication. Et donc, augmenter la sensibilité, la précision, c'est essentiel pour l'ADN circulant tumoral, notamment, vous le savez, je ne vous apprends rien. On a une capture qui est très efficace, avec un taux de on-target qui est supérieur à 80%, et ça, pour des très petits panels de un gène ou des plus gros panels. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a aussi une uniformité de couverture qui est très haute, qui est donc supérieure à 99% à 30x. Et pour les gens qui se connaissent un peu plus comme en bioinformatique, je voulais vous dire qu'on a un fold 80 penalty de 1,2%, de 1,2, pardon. Et donc l'idée étant d'être proche de 1. Moi, je ne suis pas experte, mais on m'a dit que c'était très bien. Je vous laisserai juger.
Tout ça rendant donc en fait le séquençage très efficace. Et donc encore une fois, l'idée, c'est de rendre le séquençage efficace pour vous permettre de gagner de l'argent et donc de faire plus de projets, évidemment. Et ce que je voulais rajouter, c'est que donc on a notre Error Suppression Technology. Donc je peux évidemment pas tout vous dire, mais l'idée, une des idées en tout cas, c'est de combiner des UMI et des UDI pour se débarrasser des erreurs de PCR, mais aussi d'index hopping ou de séquençage, et donc vraiment vous permettre de descendre jusqu'à une détection de variants à 0,1% en fréquence allélique. Et donc voilà, et donc avec ça, j'ai le plaisir de laisser la parole à Alex Harley. Merci. Merci Elodie, merci Greg pour la présentation et merci Anonacus pour l'invitation à parler de cancer du pancréas. Merci aussi à toutes les personnes connectées. Alors, j'en connais pas mal, a priori, de connectés. Hop, si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mes slides en plein écran. Très bien. Ouais. Ok, donc là l'idée c'est de vous parler cancer du pancréas, les opportunités de la biopsie liquide en médecine de précision pour les patients atteints d'un cancer du pancréas. Je vous présente mes liens d'intérêt, listés exhaustivement depuis 5 ans. Voilà. Et donc juste quelques mots pour vous reparler de cancer du pancréas. Donc le cancer du pancréas, les derniers chiffres Globocan nous donnent quasiment 500 000 nouveaux cas par an dans le monde, avec quasiment autant de morts. Hein. C'est une maladie qui, vous le savez, qui se soigne peu ou pas, ou en tout cas mal. Et donc quasiment autant de morts chaque année attribuables au cancer du pancréas. C'est la 12e cause aujourd'hui de cancer dans le monde et la 7e cause de décès par cancer. Et quelque chose qui nous inquiète un petit peu, c'est l'augmentation de l'incidence, puisque on a dans les pays dits développés, hein, donc globalement les pays occidentaux, on a une incidence qui est 4 à 5 fois supérieure que dans les autres pays du monde. Et donc en Europe, par exemple, le cancer du pancréas, c'est la 7e cause de cancer et la 5e cause de mort par cancer. Si on regarde ce qui nous inquiète le plus, c'est cette augmentation permanente du nombre de cas de cancer du pancréas. Et cette augmentation est probablement due au changement des habitudes de vie, hein, que ce soit en termes de tabac, de nourriture, de façon de vivre de manière globale. Et assez récemment, on a eu des données encore plus inquiétantes, puisqu'on a une augmentation de l'incidence de l'ordre de 2% et demi chez les patientes, chez les femmes de moins de 55 ans, 2% entre 35 et 54 ans, et le plus inquiétant, 6,45% chez des femmes jeunes, hein, entre 15 et 34 ans. Voilà, donc c'est quelque chose qui devient inquiétant, et donc on a besoin de traitements et de mieux connaître cette maladie. Alors, dans les cancers du pancréas, 90% sont des adénocarcinomes canalaires, et donc c'est ce qu'on va noter PIDAC, hein, tout le monde connaît cet acronyme. Et depuis maintenant pas mal d'années, on essaye tant bien que mal de soigner cette pathologie. Malgré tout, on est toujours avec un des cancers avec les pires survies à 5 ans, puisqu'on est à 12% de survie relative à 5 ans chez les patients atteints d'un cancer du pancréas, quand on prend tous les stades confondus. Et si on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit que la survie à 5 ans est de 40% dans les stades localisés, 15% pour les cancers borderline et seulement 3% chez les patients atteints d'une maladie métastatique, donc avec donc une survie et un scénario très très sombre pour les patients chez qui on a une maladie métastatique. Un des soucis qu'on a avec cette pathologie, c'est que le pancréas étant un organe profond, souvent la maladie va être détectée quand on aura des symptômes cliniques. Et ces symptômes cliniques arrivent plutôt lorsque la maladie commence à être avancée. Donc souvent, cette détection se fait de manière dans les stades tardifs, et donc c'est pour ça qu'on a des survies aussi mauvaises avec des cancers du pancréas avancés ou métastatiques. Alors, si on regarde les données qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on appelle les molecular landscape, donc les analyses génomiques, il y a ce papier de Bailey, hein, qui fait encore foi aujourd'hui, qui a été publié en Nature en 2016, et donc qui aujourd'hui donne à peu près toutes les données qu'on a vraiment sur le cancer du pancréas, à savoir qu'on a plus de 80% des tumeurs du pancréas qui sont mutées sur le gène KRAS.
essentiellement des mutations G12D ou G12V. Donc aujourd'hui, on n'a pas de traitement ciblé qu'on peut utiliser. Il y a des développements à l'étude, des essais cliniques. Et ensuite, on retrouve des gènes comme TP53, SMAD4, CDKN2A qui sont également très fréquemment mutés dans cette pathologie. De manière beaucoup moins fréquente, on a des altérations délétères des gènes BRCA1, BRCA2 et PALB2, donc c'est moins de 10% des cas, voire encore moins. Et on a également très peu de tumeurs MSI, donc c'est à peu près 1% des cas des patients avec un cancer du pancréas. Donc c'est très rare, mais vous allez voir que malgré tout, ces altérations génomiques représentent de nouvelles opportunités de traitement pour les patients qui présentent un cancer du pancréas. Alors, pour ceux qui étaient à l'ASCO en 2019, vous avez dû assister à cette présentation de Golan sur l'étude POLO. L'étude POLO, c'était plus de 3000 patients screenés pour seulement 154 patients randomisés avec des mutations BRCA1 ou BRCA2 germinales chez ces patients. Et donc, vous voyez que chez les patients BRCA mutés, on peut faire une maintenance avec un antiparp, l'aparib, avec un gain substantiel sur la survie médiane sans progression. Et donc, malgré le peu d'altérations BRCA qu'on va retrouver au niveau germinal ou tumoral chez ces patients, on a quand même une opportunité thérapeutique avec des antiparp. Plus récemment, c'est Julien Taïeb qui a présenté ça. On a publié dans European Journal of Cancer en 2023 des tumeurs du pancréas, donc qui sont dites des tumeurs froides. On a très peu d'infiltrats lymphocytaires dans ces tumeurs. Une étude sur 31 patients rétrospective de patients avec un cancer du pancréas MSI. Donc je vous disais, c'est très rare, c'est moins de 1%. Malgré tout, des patients traités par immunothérapie. Et vous pouvez voir ici, en fait, on a des survies sans progression et des survies globales qui sont très bonnes, puisque vous voyez ici, on a un follow-up de plus de 5 ans chez les patients et avec des patients a priori qui pourraient être guéris puisqu'on n'a pas de décès après 5 ans. Voilà, donc là aussi, une opportunité thérapeutique très importante. Malheureusement, ces altérations moléculaires ciblables, on ne les retrouve pas pour tous les patients. Et aujourd'hui, une des études, donc on a les traitements de chimiothérapie classiques qui sont aujourd'hui utilisés, et notamment la gemcitabine et le FOLFIRINOX, donc qui sont des chimiothérapies, acide folinique, irinotécan, oxaliplatine et 5-fluorouracil pour le FOLFIRINOX. Et donc, vous connaissez peut-être cette étude de phase 3, Prodige 24, qui a été, donc le PI, c'est Thierry Convoy, il est oncologue à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et donc, c'était une étude internationale multicentrique avec 77 centres ouverts, France et Canada, et donc avec des patients âgés de 18 à 79 ans avec une maladie, un PDAC confirmé histologiquement, qui ont eu une résection macroscopique complète R0 ou R1 dans les 3 à 12 semaines avant la randomisation de l'essai. Et donc dans cet essai FOLFIRINOX versus gemcitabine, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un bénéfice de la survie aussi bien sur la DFS que sur la survie globale chez les patients traités par FOLFIRINOX par rapport à la gemcitabine. Donc, vous pouvez voir qu'on a 12,8 mois pour la gemcitabine et 21,4 mois en DFS chez les patients traités par FOLFIRINOX. Et sur la survie globale, on est à 53 mois versus 35 mois, donc avec une utilité de cette chimiothérapie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre première expérience avec les produits de chez Nonacus, ça a été justement l'analyse de cette cohorte Prodige 24 au niveau, grâce à l'obtention d'un PRTK en 2018 ou 2019, d'une étude qui s'appelle MOSAPAC. Et donc, MOSAPAC, c'est quoi? C'est une étude ancillaire à cette étude Prodige 24. Et donc, l'idée était d'analyser, alors on était sur 351 échantillons FFPE de tissus des patients inclus dans Prodige 24 qui étaient disponibles pour l'analyse. Je vous le disais, cette étude a été financée via un PRTK, donc le porteur c'était Jérôme Cross, qui est anapathe à la PHP. Et le premier objectif était de déterminer une signature ARN pour prédire la réponse au traitement, notamment, c'est la signature du GenPred que vous connaissez peut-être, qui est une signature de réponse à la gemcitabine. Et donc là, la publication a été soumise et actuellement en révision. Le second objectif, c'était de déterminer l'impact de la déficience en recombinaison homologue sur la réponse en chimiothérapie. Donc là, en fait, on va présenter les données très, très prochainement sur ces données-là.
Et le troisième objectif, c'est de déterminer des signatures génomiques de réponse au FOLFIRINOX ou à la gemcitabine. Et donc là, on est sur les analyses en cours. Alors, le produit qu'on a utilisé, le produit en question, c'est un panel CGP donc pour l'analyse des tumeurs FFPE. Ce panel, donc vous avez ici la fiche technique avec tous les gènes qui sont présents dans le panel. Donc c'est 524 gènes initialement qui permet de faire déjà de l'analyse de SNV, d'Indels, de CNV, de certaines fusions également. Et également, ça vous permet de calculer le TNB et le statut MSI. Ce qu'on a fait par rapport à ce panel, on a rajouté plus d'une centaine de cibles MSI, donc ça correspond aussi à d'autres objectifs de l'étude POSAPAC, et également des gènes HLA pour faire par ailleurs de la prédiction de néo-antigènes et voir étudier un petit peu la cohorte en termes de néo-antigènes et de potentialisation de l'immunothérapie chez certains patients. Donc tout a été préparé, séquencé sur un NovaSeq. Alors ça marche très bien sur d'autres séquenceurs, hein. Le seul truc, c'est qu'on avait plus de 350 échantillons à séquencer. Donc pour gagner du temps et de l'argent, c'est sur NovaSeq que ça a été fait, avec une volonté d'une profondeur supérieure à 1000x, et on a eu un target supérieur à 70%, ce qui nous paraissait très bien. Alors ici, c'est un tableau de résultats. Alors je suis désolé, ça fait un petit peu résultats balancés comme ça. Néanmoins, juste pour vous dire que sur nos 350 échantillons, donc on avait pu identifier facilement tous les SNV, les Indels, les fusions, établir le score TNB, également le statut MSI, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a un ou deux patients seulement, et également le statut HRR et HRD de ces patients, donc la déficience en recombinaison homologue. Alors ici, vous avez des résultats qui sont présentés comme ça. On a fait également les signatures cosmiques pour ces différents patients. Et donc, tout ça pour vous dire que pour ceux qui ont déjà séquencé du pancréas, vous savez peut-être que c'est des tumeurs qui ne sont pas très cellulaires, c'est-à-dire qu'on a souvent des cellularités tumorales qui sont de l'ordre de 10, 20, 30% maximum, et on a finalement peu de cellules tumorales dans beaucoup de cellules normales ou stroma. Et donc, malgré tout, on arrive malgré tout à avoir des résultats relativement propres, sachant qu'en plus, cette cohorte Prodige 24, elle a plusieurs dizaines d'années, hein, enfin non, elle a plus de 10 ans. Donc, malgré la vieillesse des tissus FFPE collectés et la faible cellularité tumorale, on a quand même réussi à avoir quelque chose d'assez propre avec donc des mutations SNV Indels très propres. Et donc, on a pu également établir un certain nombre de cibles actionnables cliniquement dans cette cohorte. Alors, je ne vous montre pas les résultats finaux. Pourquoi? Parce que bon, je peux vous dire qu'on a entre 50 et 100% de bénéfices du traitement par FOLFIRINOX chez les patients qui présentent un déficit en recombinaison homologue selon les groupements. Donc en fait, on a groupé en fonction des résultats, on a réussi à faire différents groupes de patients qui correspondent à différents profils, et en fonction du type de profil, on a vraiment quelque chose de joli sur la survie. Voilà, donc on va présenter ces résultats très prochainement. Donc je suis désolé de faire du teasing et de ne pas vous en montrer plus, mais c'est quelque chose que je peux pour le moment pas discloser. Alors, pour parler de biopsie liquide, maintenant, vous savez que, donc ça a été rappelé par Greg Maas tout à l'heure lors de sa présentation, mais vous savez qu'aujourd'hui, on a des multitudes d'applications possibles avec la biopsie liquide. Alors, je dis possible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de recommandations claires et strictes, ni même de recommandations en routine d'utilisation de la biopsie liquide, sinon dans les cancers bronchiques, pour le moment, pour lesquels on a des applications théranostiques et de monitoring, ou encore dans les cancers colorectaux pour des applications théranostiques, en tout cas pour les recommandations françaises. Malgré tout, en routine, on commence à faire quand même pas mal d'analyses de biopsie liquide, parce que les essais cliniques vont tous dans le même sens, hein, globalement. Et ce qui nous manque vraiment pour l'application liquide, que ce soit aujourd'hui en screening, en theranostic, en détection de maladies résiduelles, en détection de la réponse ou de l'évolution clonale de la maladie, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la finalisation des essais prospectifs en cours. Et donc, je pense qu'on va aller très rapidement vers des recommandations nationales et internationales pour l'utilisation de la biopsie liquide. Alors, juste pour vous donner quelques applications dans les cancers du pancréas, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui,
On a un certain nombre de publications assez récentes, ici un JCO Précision oncologique 2022, pour lequel on a des patients atteints de cancer du pancréas pour lesquels on a fait de la biopsie liquide, et donc vous avez des maladies localement avancées ou métastatiques, donc sans grande surprise, les concentrations en ADN tumoral circulant sont plus élevées chez les patients avec une maladie métastatique que avancée. Et donc, je vous ai dit, plus de 80%, voire 90% des patients ont une mutation KRAS au niveau tumoral dans les cancers du pancréas, et donc on peut suivre comme ça la fréquence allélique des mutations KRAS. Voilà, ils ont gardé également les CTC dans cette publication. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, d'un point de vue purement concentration, c'est-à-dire que là, on ne fait même pas du séquençage, rien du tout, on regarde juste la concentration d'ADN tumoral circulant, enfin d'ADN libre circulant, plus exactement, et on s'aperçoit que le cutoff, avec un cutoff à 15 nanogrammes par millilitre de concentration, on a déjà une survie globale, une veine de survie globale qui est largement différente selon les patients. Ce qui est intéressant de voir, c'est également, si on regarde la fréquence allélique des mutations du gène KRAS, on peut voir également que plus la fréquence allélique est élevée, et moins la survie globale est bonne, ce qui correspond également finalement indirectement à la mesure de la concentration, puisque cette fréquence allélique correspond finalement au nombre de copies détectées de la limitée, et donc correspond finalement in fine à un nombre de copies total. Voilà. Et donc au final, si on regarde également, donc là les CTC, c'est pas le topic, mais vous avez également un effet prédictif, et donc la survie globale est directement reliée à la concentration au pronostic, enfin initial, en ADN tumoral circulant chez ces patients. Alors, on peut également évaluer la qualité de la chirurgie, pas la qualité du chirurgien, mais bien de la chirurgie. Et donc ici, c'est un papier qui est sorti en 2016, qui commence à dater un petit peu, 105 patients atteints d'un cancer du pancréas, opérés, sans grande surprise. Maintenant, ça nous paraît tacite, mais en 2016, ça ne l'était pas forcément. Mais globalement, si après la chirurgie, vous arrivez toujours à détecter de l'ADN tumoral circulant, c'est que manifestement, il reste de la cellule tumorale, et sans grande surprise, la survie, la probabilité de survie est meilleure si votre ADN tumoral circulant est négatif après la chirurgie que si on a toujours du ctDNA qui est détecté. Selon le type de mutation, a priori, il n'y a pas de différence, mais en tout cas, la concentration en ADN tumoral circulant est un rôle important dans la prévision de la qualité de la chirurgie. Alors, dans notre labo, ce qu'on fait, c'est qu'on a des cohortes justement avec des patients atteints de cancer du pancréas pour lesquels on a à la fois du tissu et du sang. Et donc, avant de vous parler un petit peu de ce qu'on fait directement, je voulais vous rappeler les deux grandes approches disponibles aujourd'hui pour faire de l'ADN tumoral circulant chez nos patients. En gros, vous avez ce qu'on appelle les approches tumor-informed, donc directement liées au génome tumoral, qu'on connaît par avance, et les approches non-tumor-informed, donc en gros à l'aveugle. Et donc, ces deux grandes approches, là, il y a un papier qui est sorti récemment dans EMBO Molecular Medicine en juin 2023, début juin, là. Et c'est intéressant, il compare directement, donc là, on est chez des patientes avec un cancer du sein, donc on n'est plus dans le pancréas, mais l'approche reste la même. Vous avez un bout de génome qui est fait, d'une part, sur la tumeur initiale, et ensuite, on fait donc ce tumor informe, c'est-à-dire qu'on sélectionne un certain nombre de mutations pour chaque patiente, qu'on va rechercher avec des panels customisés par patiente pour aller chercher des mutations spécifiques. Et donc, ils ont comparé ça avec ce qu'ils ont appelé tumor naive assay, c'est-à-dire qu'ils ont regardé, ils ont fait un panel de gènes sans prendre compte, en fait, sans considérer le génome de la tumeur initiale. Donc, en gros, ils y vont à l'aveugle et ils ont un panel de gènes. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, sans grande surprise, l'enseignement de cette publication, c'est un petit peu ce qu'on se doutait, c'est-à-dire que si vous allez sur des approches ciblées, vous avez forcément une meilleure sensibilité, vous arrivez à détecter des variants de très faible fréquence allélique, donc des événements très faibles, très rares, pour la simple et bonne raison que c'est plus facile de chercher, enfin de trouver quand on sait déjà ce qu'on cherche, que l'inverse, et que effectivement un des soucis qu'on a, c'est aussi bien l'hématopoïèse clonale que les faux positifs, etc. Et donc, sans grande surprise, la conclusion, c'est de se dire, si on va sur du tumor informed, c'est-à-dire du customisé et de la mutation qu'on recherche de manière vraiment customisée et personnalisée pour chaque patient,
On a une très bonne sensibilité de détection, hein. Donc là, ils annoncent des fréquences alléliques indécentes, hein, de l'ordre de 0,00024%, ce qui, cela dit, n'a pas beaucoup de sens quand on connaît le nombre de copies d'ADN tumoral qu'on a dans un tube de sang. Néanmoins, cette fréquence allélique donc annoncée est meilleure que celle sur une approche naïve. Et pareil, sur la détection de l'altération du nombre de copies, ils arrivent également à avoir des résultats intéressants. Alors, le souci que ça pose d'avoir une approche informée, c'est qu'on trouve que ce qu'on cherche. Et globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez un clone ou un sous-clone initialement prévu dans la tumeur initiale, bah forcément, votre panel il est adapté à cette recherche. Mais par contre, si vous cherchez quelque chose, une évolution clonale, un clone de résistance, bah par définition, ils ne vont pas être présents dès le départ à baseline lors de l'analyse initiale du tissu. Et donc, vous allez forcément passer à côté avec votre panel, avec votre test NGS. Alors, on a une cohorte qui s'appelle la cohorte pancréas CGE. Donc, CGE, c'est pour Cancéropole du Grand Est, qui est maintenant devenu le Cancéropole de l'Est. Et donc, c'est une collaboration des différents centres de lutte contre le cancer et centres hospitaliers de l'Est de la France pour justement inclure des patients atteints d'une maladie confirmé histologiquement, donc un PDAC, borderline ou résécable, et donc avec une collection de tissus et de plasma qui a été effectuée donc, à baseline, en pré- et post-chirurgie, et ensuite pendant le follow-up, le suivi du patient. Alors, l'approche qu'on a décidé de faire pour cette cohorte-là, c'est une approche CGP pour les tissus, c'est-à-dire qu'on fait un panel de plus de 500 gènes, donc le panel en fait, que vous avez vu tout à l'heure, pour la caractérisation des tumeurs du tissu. On sélectionne 10 SNV et Indel pour chaque patient, donc ça nous fait des cibles pour chaque patient. Et pour éviter justement en fait, de rater ce qui peut se passer pendant l'évolution de la maladie, on a également un panel custom de gènes qui inclut les cibles spécifiques pour chaque patient qu'on a séquencé au préalable et les gènes les plus fréquemment mutés dans les cancers du pancréas. Donc tous ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, je les avais également ici sur la droite dans le pie chart. Et l'idée de tout ça, c'est de faire un entre-deux, c'est-à-dire que le tumeur informé, c'est bien, mais on rate les évolutions. L'approche naïve de tumeur, le problème, c'est que c'est des panels souvent trop larges. On essaye d'avoir des couvertures, des profondeurs de l'ordre, enfin des bonnes couvertures, des profondeurs de l'ordre de 10 000, voire 20 000 X lors du séquençage, ce qui veut dire que plus votre panel va être large, plus le footprint sera élevé, et plus ce sera compliqué d'avoir, ça va coûter cher, quoi. Globalement ça va coûter cher. Et donc l'idée c'est d'avoir un entre-deux, c'est-à-dire de chercher les gènes fréquemment mutés dans une maladie, et également des cibles custom. L'autre souci que ça pose, outre que le financement, c'est que quand vous faites un panel custom pour chaque patient, le truc c'est que votre panel il est utilisable que pour un patient. Il y a un certain nombre il y a du temps, hein, clairement du temps de synthèse, quel que soit le prestataire. Et pour les laboratoires français, l'accréditation ISO 15189 est obligatoire, ce qui veut dire que techniquement, vous êtes normalement tenu de valider chacun de vos panels, ce qui est absolument non gérable en routine, quoi. Sachant que derrière, l'idée, c'est de faire du monitoring chez les patients atteints de cancer du pancréas. Donc, c'est pas gérable d'avoir un panel par patient. Et c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas transposable. Donc, en tout cas, pour le custom panel, là aussi, on a des solutions, il y a des solutions possibles chez Nonacus pour faire vraiment du design spécifique et de designer à façon, et ensuite de faire de la validation intra-laboratoire directement sur site. Alors, les conclusions, c'est que on a une incidence globale des cancers du pancréas qui augmente. On a de plus en plus de traitements disponibles pour ces patients et des essais cliniques, donc notamment RET, MTRAC, CARAS, tous les gènes des CDK, NRG1, TROP2, les scores composites type HRD, MSI. Et donc, l'analyse CGP, c'est nous quelque chose qu'on va mettre en place, on a encore discuté hier soir, donc on va mettre en place systématiquement pour nos patients maintenant à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et la biopsie liquide, évidemment, ça a un rôle très important et ça peut être dans les prochaines années quelque chose qui va radicalement changer la prise en charge des patients, que ce soit au niveau de la détection précoce, du pronostic, de l'évaluation de la chirurgie, du monitoring de la maladie ou tout simplement en thérapeutique.
Voilà, je vous remercie de votre attention et écoutez, s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre dans la limite de mes compétences. Voilà, merci. Merci bien. Donc, je me permets de rappeler, il y a un onglet Q&A pour poser vos questions. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais égoïstement commencer par les miennes. Et peut-être pour laisser Alex reprendre son souffle, commencer avec Greg. J'ai entendu que donc Alexandre parlait de stratification des patients en termes de quantité d'ADN libre circulant déjà. Donc ça, pour moi, met en avant l'importance de préanalytique. Et du coup, si tu peux nous dire 2 mots sur les produits préanalytiques de Donacus, Greg, si tu m'entends, si tu es là, Je suis notamment... là. Ah, Ok, oui, non, pas de problème. Donc nous, on a développé pas mal de protocoles différents, donc notamment pour l'ADN circulant libre, pour aussi bien au niveau automatisé qu'au niveau manuel. Donc on a eu pas mal de demandes pour en fait automatiser nos protocoles. Et notre protocole est en fait adapté à des très basses quantités d'ADN circulant flottant. Donc, ça fait que on peut vraiment descendre à un niveau de quelques nanogrammes pour en fait pour analyser, faire les analyses. Mais on a aussi des protocoles pour l'ADN génomique, hein, donc le gDNA, qui sont encore en pré-commercial, mais qui sortiront cet été normalement pour aussi bien les analyses génomiques manuelles qu'automatisées. Donc, on aura en fait la panoplie d'analyses préanalytiques ou de produits préanalytiques, aussi bien les produits, naturellement les tubes de préservation du sang, qui sont aussi super importants, naturellement, parce qu'on commence quelque part à faire des analyses de cfDNA avec une bonne storage, conservation, préservation du sang, mais après l'extraction maximale en fait des cibles de cfDNA et de ctDNA. Donc on a tout ça sur notre site web, donc, et puis n'hésitez pas à nous demander plus d'informations. Ça dépend de vos applications naturellement, et puis en sachant comment on peut vous aider. merci. Du coup, peut-être une question pour Alex. Tu parlais d'un manque d'études prospectives pour pouvoir faire les recommandations biopsie liquide, mais que donc dans le futur, ça serait quelque chose qui allait changer. Donc, c'est forcément quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, notamment dans le cadre du cancer du pancréas, puisque c'était ce que tu as discuté aujourd'hui? Ouais, alors en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de croyants et pas beaucoup de pratiquants de la biopsie liquide en France, même au niveau mondial. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu donnes une bilirubine à un médecin, il va être capable d'avoir une action clinique complètement standardisée. Si tu lui dis il y a une concentration d'ADN tumoral circulant de 15 nanogrammes par millilitre, les actions ne sont pas standardisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des très grandes cohortes très rétrospectives qui ont été publiées sur l'ADN tumoral circulant, donc on sait que ça fonctionne bien, que ça a un bon rôle prédictif de la réponse, un très bon rôle dans la prédiction pronostique, etc. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études prospectives interventionnelles biopsie liquide. En tout cas, on commence à en avoir quelques-unes de publiées, dont les résultats ont été présentés notamment à l'ASCO récemment, dans les cancers du côlon, par exemple. C'est-à-dire que est-ce qu'on va plutôt, après une chirurgie, faire une chimio adjuvante ou est-ce qu'on va plutôt s'abstenir? Ce genre de gestes techniques qui vont être dans les prochaines semaines, mois à venir, être quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place dans nos laboratoires. Pourquoi? Parce qu'on a des études prospectives qui démontrent qu'il y a un intérêt de mesurer les concentrations d'ADN tumoral circulant ou de chercher certains variants. Et donc, c'est cette validation prospective qui manquait jusqu'à présent, qui est en train d'arriver enfin, et qui va enfin libérer l'écriture de recommandations, que ce soit recommandations ESMO ou Institut national du cancer pour la France. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien, parce que tout le monde a envie de faire de la biopsie liquide, mais on est toujours limité par cette validation prospective
qui commence qui commence enfin à arriver. Voilà, donc je pense que d'ici 6 mois, 1 an, ça va franchement se multiplier. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans nos laboratoires. Là, juste pour donner l'expérience de Nancy, le dernier run de séquençage qu'on a fait, on avait la moitié en biopsie liquide. Ce qui veut dire qu'il y a quand même il y a un changement de pratique qui est en train de s'opérer actuellement. Et je pense que c'est plutôt bien. Le fait d'avoir des recommandations nationales ou internationales, ça va aussi libérer le remboursement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays francophones, que ce soit la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Mais en France, le système de financement est est peu performant, on va dire. Et donc, il y a souvent des restes à charge importants pour les laboratoires après le remboursement qui n'est jamais à 100% chez nous. Ce qui veut dire que si on veut faire de la maladie résiduelle, je ne sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois chez nos patients, aujourd'hui, on n'a pas de possibilité simple de financement et ça représente un reste à charge important pour les établissements de santé. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Même si la biopsie liquide coûte moins cher qu'un scan, qu'une imagerie quelconque, dans tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas le financement ad hoc pour faire ça de manière régulière. Donc le fait d'avoir des recommandations devrait également pas mal libérer la biopsie liquide chez nous. Pour l'instant, on est d'accord que ça passe par le RIHN. Et donc, au final, même si ça coûte peut-être moins cher qu'un scan, c'est moins bien remboursé. Donc, le reste à charge, il est pour l'hôpital, finalement. Exactement. Ouais. D'accord, j'ai compris. OK, merci. Du coup, je vois qu'Alex a posé des questions pour Greg. Donc, je vais rebasculer, à moins que quelqu'un d'autre ait des questions. Grégory, si tu veux bien nous répondre. Oui, Est-ce que tu vois les questions d'Alex ou est-ce que tu veux que je les oui, lise? j'ai vu. Donc, la première question étant si le test de bladder cancer marche sur l'urine et aussi bien le sang. Oui, ben, tout à fait. C'est le test qu'on a fait. La plupart de nos panels, en fait, on a toujours testé nos panels de gènes sur le sang, donc le cfDNA. En fait, l'urine, c'est plutôt nouveau pour nous. Donc, on a fait un test comme ça, mais donc tous nos panels marchent aussi bien sur le sang de toute façon. Donc, celui-là a été testé aussi bien sur l'urine que sur le sang pour pouvoir suivre en fait les altérations, aussi bien dans le muscle invasive que dans le non-muscle invasive bladder cancer. Donc, oui, les deux types d'échantillons marchent bien. Merci. Et du coup, l'autre, c'est pour la maladie résiduelle. Donc, oui. ça... Vas-y, pardon. Donc, on est en train de finir les analyses bioinformatiques et le pipeline. Donc, on ne peut pas donner de détails pour l'instant comment on le fait. Donc, mais ce sera sous peu. Ce sera dans le Q3 normalement. Où on va un peu expliquer un peu plus comment on fait la MRD dans Galeas pour l'instant. Et on ne peut pas encore tout donner comme détail. Mais donc, tout ce qu'on... Pardon. Non, parce qu'un des gros challenges aujourd'hui en biopsie liquide, c'est vraiment la différenciation entre l'ADN libre circulant et l'ADN tumoral circulant. Mm-hmm. Vu que le préanalytique a un impact très très fort sur cette différence entre ADN libre circulant et ADN tumoral circulant, également c'est un phénomène inflammatoire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est pour nous, c'est toujours important, même en clinique, c'est important de faire la différence entre de l'ADN tumoral et de l'ADN libre. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc, quand on retrouve une mutation des fréquences alleliques de TP53 super faibles, on se dit qu'on a de l'ADN tumoral probablement, puisqu'on a quand même pas mal de cancers mutés TP53 ou typiquement CARAS dans un pancréas. Quand on n'a rien du tout, quand on ne trouve rien, on a du mal à rendre un résultat négatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas souvent si on n'a pas d'ADN tumoral circulant ou si c'est vraiment parce qu'on n'a pas de mutation détectée. Mm-hmm. C'est vraiment un challenge, je pense, pour la biopsie liquide. C'est sûrement quelque chose qu'on va prendre en compte aussi de vraiment faire en sorte d'avoir des réplicas pour être sûr de ne pas avoir du ctDNA. Mais ça, nos groupes de bioinformaticiens sont occupés à ça, et surtout pour pouvoir extraire suffisamment de CF ctDNA pour être sûr de ne pas avoir loupé quelque chose. Oui, on a
pas invité nos collègues bioinformaticiens aujourd'hui. C'était peut-être une erreur, mais effectivement, pour en avoir discuté et sans trop révéler aujourd'hui, c'est quelque chose que par la fraction finalement d'ADN circulant tumoral, c'est quelque chose sur lequel il bosse et que vous devriez pouvoir retrouver directement dans Galéas. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais me faire taper sur les doigts. Mais voilà. Et du coup, je vois qu'avec ça, on a dépassé l'heure. Donc, comme le temps de chacun est très précieux, je vais simplement me permettre de vous envoyer le questionnaire. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre, ça serait parfait. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à nous contacter, je pense tous les 3, mais en tout cas, Grégory et moi, sur LinkedIn ou avec nos adresses professionnelles qui sont simplement notre prénom, notre nom, @nonacus.com. Et puis, voilà, au plaisir d'avoir des discussions autour de ce sujet ou d'autres, à l'occasion de conférences ou de réunions directement. Merci beaucoup, Alex et Greg. Merci infiniment. Merci à vous, merci à Et tous. évidemment, ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu sans vous. Ok, merci à tous aussi. Et on espère vous entendre bientôt pour plus d'informations. Donc voilà, on va remplir le petit questionnaire avant de fermer. Bonne journée à tous, merci pour tout. Bonne journée, merci à toi.